Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans cet épisode bonus, nous allons refaire un petit exercice de lecture d'articles. Nous allons revenir sur une tribune qui est parue récemment dans Le Monde, où 280 spécialistes du développement de l'enfant et de l'éducation sont revenus sur la méthode coercitive qui consiste à enfermer son enfant. Le titre de cette tribune est « Le recours à une éducation répressive est défavorable au développement de l'enfant ». Et je commence la lecture tout de suite. Les méthodes éducatives s'appuyant principalement sur des stratégies répressives sont peu efficaces, voire contre-productives, affirme dans une tribune au Monde un collectif de plus de 280 chercheurs et professionnels de l'enfance. Ils contestent notamment le time-out proposé par la psychologue Caroline Goldman. Le métier, entre guillemets, de parent est une mission complexe en perpétuelle construction. Ça c'est clair ? Selon Martin Hoffman de l'Université de New York, le parent d'un enfant âgé de 2 à 10 ans serait confronté chaque année à pas moins de 15 000 situations où il chercherait à faire obtempérer son enfant. Les parents se posent très souvent, et à juste titre, la question de savoir quelles seraient les pratiques éducatives les plus favorables au développement de l'enfant, à la réduction des difficultés de régulation des comportements et à des relations familiales apaisées. Les méthodes éducatives s'appuyant principalement sur des stratégies répressives, dont la punition fréquente, s'avèrent, on le sait aujourd'hui, peu efficaces, voire contre-productives. Car en plus d'augmenter l'anxiété de l'enfant et d'aggraver ses problèmes de comportement, elles ne lui enseignent pas le bon comportement. Par exemple, montrer à l'enfant comment demander l'objet, plutôt que de le punir parce qu'il l'a pris des mains. Le recours aux punitions est aussi associé à un moindre développement du raisonnement moral de l'enfant, qui contribue lui-même au comportement altruiste, comme l'indique la synthèse des recherches de Martin Pincard et d'Anton Fischer, de l'université Philips de Marbourg en Allemagne. Ces résultats questionnent la pertinence de la diffusion de méthodes reprenant d'anciens principes éducatifs coercitifs. Par exemple, dans l'ouvrage intitulé « File dans ta chambre », tiens donc, offrez des limites éducatives à vos enfants, paru chez Interédition en 2020. Donc, alors du coup, je précise, je m'étais trompé, dis donc, de date dans un autre bonus. Je sais pas comment j'ai fait pour voir en 2018. Peut-être que je l'ai vu en service de presse, parce que j'étais encore à la FNAC à ce moment-là. Bon bref. Caroline Goldman préconise de punir le jeune enfant dès 12 mois, après lui avoir expliqué l'interdit, en l'excluant dans sa chambre. Là, c'est une citation. Ou toute pièce isolée où le parent le laissera pleurer derrière la porte. Et de recommencer dès que l'enfant transgresse, recommandant aux parents l'application de ce système répressif. Il ne doit pas hésiter à laisser l'enfant au-delà de 4 ans une demi-heure ou plus dans sa chambre. Alors là, c'est vrai que je vous dis pas, mais tout ça, c'est de la citation. Hein. C'est de la citation du livre de Caroline Goldman, ça fait mal. Hein. Et si l'enfant tente de sortir, le parent doit prolonger l'isolement. Citation, tu viens de gagner 20 minutes de plus dans ta chambre. Là, il y a un sous-titre, des règles précises. Oui, et oui. L'autrice conseille de recourir à sa méthode face aux transgressions, entre guillemets, comme, et là, attention, c'est de la citation aussi, parler trop, faire trop de bruit, râler pour rien, jeter les petits pots de la chaise haute. Bon, la liste, elle est beaucoup plus longue que ça. Hein, le simple fait, il y a aussi exprimer sa mauvaise humeur, ouvrir la porte du frigo. Voilà, vaut mieux en rire. Autant de comportements qui sont pourtant considérés comme normaux chez le jeune enfant en raison de son immaturité. Dans un article publié dans la revue Le Carnet Psy, elle affirme, la solution tient selon moi en 2 mots, le time-out. Cette méthode est préconisée par le professeur Alan Kazdin. On ferme les guillemets de la citation. Pourtant, ce dernier exprime ouvertement son désaccord concernant ce qu'elle écrit, cela va à l'encontre de tout ce que l'on sait grâce à la recherche sur le sujet. Podcast Papatriarcat, épisode 101. Voilà, si vous avez écouté l'épisode,
J'en reparlerai après parce que du coup, je vais faire beaucoup plus de commentaires. Là, j'ai un truc avec lequel je suis d'accord et dont j'ai participé à la conception. Donc, donc c'est pour ça que je commente pas des masses. Mais vous verrez que dans la réponse du coup de Caroline Goldman, je pense que je vais beaucoup plus réagir. Enfin voilà, ça va être très sympa. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment cette description qui est faite de manière très très factuelle, avec des citations du livre qui sont ce qu'elles sont, et je les avais partagées sur les réseaux sociaux. Vous pourrez le retrouver aussi, je les avais mises dans un TikTok. Donc peut-être que je les ai laissées en story sur Instagram, je sais plus. En tout cas, c'est sûr qu'elles sont sur un TikTok, et plein de gens, mais plein de gens, qui avaient écouté Caroline Goldman dans les médias et en podcast, m'avaient dit non mais si c'est bon Cédric, ça va, détends-toi, elle a raison. Mais t'as lu son livre? Non, bah viens le lire mec, ou meuf, parce que faut vraiment le lire quoi. En effet, les recherches montrent que le time-out devrait être un temps mort. Alors c'est très intéressant cette différence de traduction, on en a déjà parlé. Ça c'est la traduction qu'a demandé dans le texte Franck Ramu, justement parce que le time-out, le problème c'est que les gens pensent forcément que le time-out, c'est-à-dire qu'il faut forcément enlever l'enfant de là où on est, ce qui n'est pas le cas. Donc devrait être un temps mort n'excédant pas 4 minutes, comme le précise Andrew Riley de l'Oregon Health and Science University et ses collègues. Le time-out n'est pas préconisé pour un très jeune enfant, peu à même de comprendre le sens de cette mesure et n'ayant que peu les capacités de contrôle de ses comportements. C'est vrai que la plupart des recherches, indiquent que le time-out, alors pas avant 3 ans, il n'y a personne qui dit que ça sert à quoi que ce soit avant 3 ans, à part les psychanalystes, hein. Mais généralement, en fait, la recommandation, c'est plutôt à partir de 6 ans. Je reprends, hein, le time-out n'est pas préconisé pour un très jeune enfant, ni pour un enfant en pleurs ou anxieux, comme l'ont souligné Anina Moraska et Matthew Saunders de l'Université du Queensland en Australie. Alors, je veux juste quand même souligner le fait que là, ce sont des chercheurs français, il y a des personnes d'Allemagne, il y a des personnes des États-Unis, là, on arrive en Australie. En fait, on peut faire le tour du monde, hein, sur le sujet pour bien voir que c'est pas exactement ce qu'on nous vend en France. Il doit aussi être impérativement complété par une attention accrue portée au comportement constructif de l'enfant, appelé renforcement positif. Car, à lui seul, le time-out a une efficacité limitée. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce que nous dit Alan Kasdin dans notre épisode. C'est que, en fait, le time-out en soi, on est là à se focaliser sur la punition en France, on ne pense qu'à ça. Alors qu'en fait, c'est le renforcement positif qui va être intéressant. Et on a déjà fait des épisodes sur le conditionnement, sur le fait qu'on pouvait voir ça comme du dressage et tout. En fait, moi, je vois ça plutôt vraiment, encore une fois, comme une proposition de solution relationnelle et comportementale auquel notre enfant n'a pas accès. C'est marrant parce que hier, j'enregistre cet épisode le 29 mars. Hier, par vidéo interposée sur TikTok avec Rémi de Kinoko. Rémi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un de très sympa. Et je dis des gens parce que sa famille aussi, que je connais, est très sympa, sa compagne et sa fille. Et on s'entend très bien. Et du coup, il y avait un petit débat justement là-dessus parce qu'il commentait une vidéo. Et moi, je disais que en fait, il y a des moments aussi où il y a des comportements qui sont en fait des stratégies qui se mettent en place et où un de nos rôles de parents, je pense parce que je l'ai vu dans la recherche aussi, c'est de transmettre d'autres comportements. Et l'exemple que je donnais, en fait, là, c'était sur le fait de chouiner. En fait, lui, il interprétait ça comme si l'enfant chouine, c'est que l'enfant pleure. Ben non, pas que en fait, pas que. Parce qu'il y a certaines situations, et je pense que là, tous les parents qui écoutent vont reconnaître ces situations, où on voit bien que notre enfant, en fait, il utilise, non, il n'est pas en pleurs, hein, il n'est pas submergé par l'émotion, c'est juste qu'il chouine. On a le droit d'utiliser ce mot. Il chouine, et en fait, il chouine pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces stratégies de communication, encore une fois, quand je parle de stratégie de communication, il est hors de question de parler de manipulation, hein, c'est pas du tout le propos. C'est juste qu'en fait, l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple avec ma fille quand elle dit qu'elle a faim. Ma fille, depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle sait signer, depuis qu'elle sait s'exprimer, depuis qu'on communique, à partir du moment où elle dit qu'elle a faim, elle voit bien qu'on réagit, hein. Je sais pas quel parent dirait non à son enfant alors qu'il a faim. Sauf si, bien sûr, on n'a rien à bouffer sous la main et il faut pas culpabiliser outre mesure, hein, on se détend. Mais donc, ma fille a compris que quand elle dit j'ai faim, on se bouge pour lui trouver de la bouffe. Voilà, pour grossir le trait. Mais derrière ça, en fait, on est sur une phase, nous, là, depuis 3 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans, où il y a les besoins, où des fois elle a faim, et vraiment elle a besoin, c'est un vrai besoin qu'elle doit combler, et des fois, en fait, elle a des envies, hein, quand elle voit passer un cookie, voilà. Du coup, elle s'est aperçue que quand elle dit j'ai faim, on réagit pour lui donner à manger. Et nous, en fait, on a un petit peu, on n'a pas percuté tout de suite quand elle avait ces stratégies-là,
C'est parce qu'en fait, elle nous disait j'ai faim. On lui dit bah attends, tu veux reprendre des pâtes, tu veux reprendre du riz, du machin. Non, bah non, ça je veux pas. Jusqu'à ce qu'on dise mais attends, c'est quoi que tu veux en fait? C'est un cookie, donc on perd un temps considérable, une énergie considérable, et ça bouffe notre patience de manière considérable. Et en fait, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand on a bien compris qu'il y avait autre chose en jeu que le fait d'avoir vraiment faim, par exemple, je vous donne un exemple très concret qui a eu lieu il y a 2 jours. On venait de manger, on avait pris le dessert, on avait pris la chicorée, vous savez, à la fin du repas, on prend une petite chicorée avec un petit bout de chocolat, machin, et en fait, elle voit passer une boîte de cookies, mais qui était pour plus tard. Et elle a dit: «J'ai faim». Et je lui dis: «Ma chérie, maintenant, dis-moi ce que tu veux». Et elle continue à me dire: «J'ai faim». Je dis: «Bah écoute, moi je sais pas de quoi te dire, on vient de sortir de table, donc je pense que c'est autre chose que tu veux exprimer, je pense que tu sais l'exprimer, donc quand tu voudras l'exprimer, je suis disponible. En attendant, bah, je vais faire autre chose, je crois que je rangeais du linge». Et voilà. Et du coup, en fait, elle a pris le temps de processer. Elle vient me voir, elle me dit: «Mais moi, je veux un cookie». Je lui dis: «Ah OK, d'accord». Ça, tu vois, ça s'appelle une envie. Je dis: «Parce que là, tu sors de table, on peut pas dire que tu as faim, tu vois? Est-ce que tu as le ventre qui grogne et tout?» Donc voilà, on travaille là-dessus. Et donc voilà, elle me dit: «Oui, je veux un cookie». Je dis: «Bah écoute, ça sera pour le goûter». Donc du coup, là, on va attendre 4 heures, ça sera pour le goûter. Et si tu as et là, elle me dit: «Non, mais j'ai faim». Bah, si tu as faim, tu manges des fruits. Puisque nous, à la maison, les fruits, c'est open bar. À toute heure, il y a pas de problème. Et je lui dis: «Mais si t'as faim, tu manges des fruits. Et si tu as envie d'un cookie, ton envie sera, assouvie au moment du goûter». Donc voilà comment est-ce que nous, on fait. Et ça, c'est important parce que, au départ, elle demandait ça en chouinant et tout. Et c'est vrai qu'on lui a dit: «Attends, mais en fait, quand tu chouines, ma chérie, j'ai du mal à comprendre, et c'est pas évident de communiquer quand tu chouines». Et en fait, on voit bien, et ça, tous les parents le voient, que bah, il y a des fois où vraiment il y a une émotion qui est là, où l'enfant est submergé. Et où il y a des fois, en fait, ce sont des stratégies qui sont créées, pas de manière volontaire par l'enfant, pas de manière volontaire par les parents, mais ça existe. Le renforcement positif, c'est quoi? Bah, c'est que maintenant, ma fille, quand elle me dit, quand elle vient me voir en me disant: «Mais papa, je voudrais ça, je voudrais», bah, imaginons qu'elle ait commencé par dire directement: «Ah papa, tiens, je veux la boîte de cookies, je veux manger un cookie». Beh, la première chose que j'aurais répondu, c'est: «Ah mais tu vois, c'est vachement clair quand tu me le dis tout de suite, c'est top ma chérie». J'ai dit: «Et ça aurait pas changé le fait qu'on va le manger au goûter quand même». Donc voilà, tout ça, c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'on a tendance à voir le renforcement positif comme une espèce de truc de manipulation. Non, à un moment, c'est juste permettre à notre enfant de comprendre quelles sont les stratégies les plus efficaces dans la communication. C'est-à-dire que là, je cherche pas à changer mon enfant, je cherche pas à changer qui elle est, je cherche à lui donner des stratégies, des solutions relationnelles et comportementales efficaces et pertinentes pour interagir avec son environnement. Je voulais faire cette petite précision parce que je vois aussi fleurir, alors, on va pas se mentir, hein, du côté de l'éducation bienveillante, des fois, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Et je vois fleurir des posts disant que féliciter son enfant, renforcer des comportements, ça serait aussi de le manipuler et ça serait extrêmement violent. Enfin, non, à un moment, c'est notre job aussi. L'imitation marche, mais l'imitation ne fait pas tout. L'imitation est très puissante, mais l'imitation ne fait pas tout. On peut aussi faire des renforcements comme ça qui sont nullement un changement de personnalité, mais juste comprendre qu'à un moment, on interagit avec un environnement et qu'il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres dans la société dans laquelle on vit. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que les stratégies qui sont efficaces chez nous seront pas forcément efficaces dans un autre foyer, et les stratégies qui sont efficaces dans la culture française sont pas forcément les mêmes dans d'autres cultures. Donc tout ça, c'est très 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 intéressant. Mais voilà, je voulais faire vraiment ce point pour qu'on se détende un peu sur le renforcement positif, parce que des fois, je vois des trucs quand même et je me dis, bah du coup, je me dis en toute sincérité, je me dis, mais je comprends que les parents, qui pètent un câble, hein, parce que il y a des fois, on a l'impression que le simple fait de parler à son enfant ou d'exprimer sa propre émotion, c'est une violence, donc c'est compliqué. Bref, je ferai peut-être un jour une autre lecture d'article là-dessus, tiens. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.